parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace et sur Espace TV en simultané. Merci à vous à l'international. Vous nous écoutez en région à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de l'Abbé. Merci à Sola Média évidemment qui relaie cette émission via les réseaux sociaux, entre autres, mesdames et messieurs, plusieurs mois cependant s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, et bien sinon ça se passe sur le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans la deuxième partie de votre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. La situation dégénère donc dans la préfecture de Gawal. D'ailleurs, donc, ont éclaté hier dans la commune urbaine, entraînant des blessés et des dégâts matériels importants. On en parle ce matin, mesdames et messieurs, avec Ibrahim Kondé. Il est directeur préfectural donc des mines de Gawal. Il sera avec nous en direct dans cette émission. 4 détenus politiques donc viennent de bénéficier de la grâce présidentielle. Une remise totale de leur peine vise donc, selon le pouvoir, à décrisper donc le climat politique et favoriser donc le dialogue qui se fait désirer. Les activistes qui viennent d'être libérés ont néanmoins demandé pardon au président de la République, au chef de l'État, reconnaissant ainsi son autorité. Mamadi Kondé, alias Madik sans frontières, est libre depuis samedi dernier. Ses parents donc n'ont d'ailleurs pas entendu donc le début de la procédure judiciaire pour entamer donc les démarches auprès du pouvoir pour la première fois et en toute exclusivité, mesdames et messieurs. Madik sans frontières prend la parole chez les GG. Il est notre invité de parcours encore une fois. Merci de rejoindre l'équipe des GG. Avec vous, Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mais une question, il y a ma cousine qui me l'a posée, que quand les GG commencent, Lamine regarde, il sourit. Il sourit à qui? Ben, aux téléspectateurs. Ah d'accord. Eh ben oui. Alors. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour. C'est terrible à tous. ce garçon là, c'est pas possible. Bonjour. Bonjour. Mafoudia, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Il fallait qu'il place ça, voilà. Allez, on a mercredi pluvieux à Conakry. Ceci dit, mon cher Jacques, il faut qu'on se pose des questions. Oui. Parce que généralement, évidemment, il y a des opérations de charme comme ça. Je parle du ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement. On parle du ministre Boukanti ce matin, Papa Koli. Le ministre Papa Koli Kourouma. Ouais. Je voudrais parler de deux départements ministériels ce matin. Je voudrais commencer par celui de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Oui. Parce que pour des raisons bien comprises, au départ, on nous a dit que l'année scolaire allait être prorogée pour quelques mois. Donc les évaluations sont programmées pour le mois d'août. Oui. Moi, j'ai fait l'expérience, en tout cas j'ai fait l'expérience ces derniers temps. Quand il pleut les matins, je vois des enfants, des tout petits, qui marchent sous la pluie pour aller à l'école et dire qu'ils doivent passer tout le mois de juillet sous cette pluie. Il n'y a aucun moyen mis à disposition, moyen de transport par exemple, pour faciliter leur déplacement. Et puis bien entendu, on a quand même créé beaucoup de situations qui font que finalement l'année scolaire va durer. Je pense que les réflexions n'ont pas pris en compte cette réalité-là, la réalité de la pluie. Pour les tout petits, je me dis que si c'est important que le département de Banobari fasse aujourd'hui une évaluation de l'évolution des programmes par établissement pour que les évaluations, le niveau d'exécution des programmes au niveau du cycle primaire, pour ne serait-ce que pour ce cycle-là, qu'il y ait, n'est-ce pas, des évaluations accélérées pour que les enfants puissent, n'est-ce pas, regagner leur domicile. Je crois que ça peut être très intéressant. Parce que les laisser courir le risque de continuer à aller à l'école sous cette pluie, il n'y a pas de parapluie qui peut gérer ça, il n'y a pas de manteau qui peut gérer ça. Je crois que ça peut être assez compliqué. Justement, je te vois venir un petit peu, Antoine, mais non, je te vois venir, Antoine. On va dire quand même que c'est une année scolaire perturbée. Il n'y a pas eu de grève quand même, Antoine. Ils ont retardé délibérément la rentrée scolaire. Parfois, j'ai du mal à comprendre, Jacques. On a comme l'impression qu'on n'est pas habitué à la pluie en Guinée. Non, mais c'est pas la question. Je parle des enfants, Antoine. Je ne parle pas de toi ou de quelqu'un de plus âgé. Qui parle des enfants. La pluie n'est pas un événement exceptionnel. Non. Dans le calendrier, nous savons qu'il y a une saison pluvieuse et une saison sèche. Tu sais pourquoi on stoppait les cours en juin? Ce n'est pas une première. Tu sais pourquoi on stoppait habituellement les cours en juin? Les grandes gueules.
cette réalité-là, c'est pour la réalité. La pluie, l'année scolaire en Guinée démarre en octobre et s'arrête en juin. Les évaluations, vous les faites à ce niveau-là. Ce n'est pas une première. Nous ne sommes pas le seul pays en Guinée, en Afrique ou dans le monde où il pleut. Dans la plupart des pays. Donc pour toi, c'est la normalité en fait. C'est la normalité. C'est normal là. Mais tu n'as pas le climat, mais pas du tout. C'est pas possible. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Les grandes gueules. Non, Antoine peut dire. La Guinée, c'est 2 saisons, c'est pas 4 s'il te plaît, saisons. voilà, c'est bon là. Allez-y, Mafoudia. En fait, Allez-y, il y a une programmation. On pouvait bien faire, par exemple, que la rentrée soit en octobre ou une autre date. Mais justement, dans la réflexion, on suppose qu'en Guinée, juin devrait coïncider à la rentrée des vacances parce que justement, c'est la période des grandes pluies. Mafoudia. Non, aux vacances. Voilà. Ouais. Merci pour pas la rentrée des classes. Aux vacances. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est en tenant compte des réalités climatique évidemment parce qu'on sait que à partir de juin, juillet, août, il y a de fortes pluies et c'est pas assez. Mais il faut le comprendre un petit peu, ça le démange, Antoine. Il faut toujours être contestataire. Je le comprends très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que il se soucie pas en fait de la santé des enfants. Ça le surprend. Non, ça le surprend parce qu'en Guinée, on n'a généralement pas de débat sur de tels sujets. Ça paraît minime, ça paraît banal, mais c'est très important parce que c'est inclus dans les réflexions qu'il doit y avoir autour de tous les secteurs. Mais malheureusement, généralement dans les débats, on est sur des sujets qu'on suppose grandioses comme politique et autres. Mais sinon, même les calendriers, ça se discute, on échange pour savoir quelle période est propice pour telle activité et autres. Donc c'est l'inquiétude aujourd'hui de Jacques quand on sait que la rentrée scolaire a été retardée. Donc aujourd'hui, on se retrouve à aller à l'école avec en pleine saison pluvieuse, alors que d'habitude, dans les années passées, c'est les vacances. C'est les vacances, c'est ça en fait la réalité. Voilà. Et il y a de quoi. Donc maintenant, la question c'est de savoir est-ce qu'il y aura des mesures pour éviter, pour, je sais pas, recommencer un cycle normal à partir de la rentrée prochaine. Qu'est-ce qui est fait? Il parle de peut-être se décaler un petit peu en septembre à la rentrée, comme nous on le fait à la radio, c'est très important. On parle aussi de l'insalubrité. Je crois que Kao Carré avait initié ça une fois, la rentrée en septembre, pour permettre que la journée de l'enseignant puisse trouver, n'est-ce pas, les enfants à l'école. Mais ça n'a pas duré. Dès qu'il a été remplacé par Maurice Sangaré, on est revenu à la situation habituelle qui est le mois d'octobre. Mais je crois que le mois d'octobre déjà c'était bien. On avait 9 mois de cours normaux jusqu'en juin et puis c'est fini, il y a des évaluations, on libère les enfants. Moi je n'ai pas compris pourquoi on a retardé l'année scolaire de cette année. On a dit situation Covid, mais après je ne crois pas que c'était suffisamment fondé pour retarder la rentrée scolaire jusqu'en décembre. Ça donne à réfléchir, hein, mon cher Antoine. Mais non, s'il te plaît, Antoine. S'il comprenait le fond de ma pensée, il n'allait pas. Alors on a du mal. On a du mal à te comprendre, Antoine. Peut-être tu es l'incompris. En fait, tout le temps dans cette émission. Incompris peut-être, mais on fait exprès de ne pas comprendre. Non, pas du tout. Ben si. Ce que j'ai dit, c'est quoi? On ne peut pas prendre une situation spéciale dans laquelle nous sommes et en faire une sorte de normalité. Nous savons que la saison des pluies... Non, c'est toi qui as fait une normalité là. Pas du justement. tout. Pas du tout. En juin, normalement, c'est les vacances, Antoine. Nous, c'est la première fois d'ailleurs à la radio. Bonjour Tamba. Oui, je vais te dire bonjour. Oui, d'accord, bonjour. Antoine. Les grandes gueules. Non, il faut... Tu viens à peine d'arriver. Non, je t'ai écouté dans la voiture. J'étais très fâché. J'étais très fâché. Non, je vais juste lui dire qu'il y a des pays où à cause des conditions qui sont soit culturelles, soit d'activités économiques ou climatiques, on fait par exemple des écoles ambulantes, des écoles de nomades pour permettre d'offrir de meilleures conditions d'études. Tu vois, je suis même essoufflé pour venir te répondre. Mais laisse-le finir, s'il te plaît. Donc, il faut qu'il arrête. Prends ton souffle. Donne-nous autre chose. Allez-y, Antoine. Allez-y. Ce que j'ai voulu dire à Jacques, c'est quoi? Cette année, nous savons tous ce qui a concouru à ça. On sait tout ce qui est à la base du prolongement de l'année scolaire. Covid est passé par là, mais... C'est la Covid, la mine. J'ai bien compris. Voilà. Ce n'est pas évident. J'ai l'impression que tu n'as pas écouté Jacques. J'ai écouté Jacques. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je sais qu'il est inquiet. Ben oui. Non, son inquiétude, c'est quoi? C'est que chaque année, ce soit comme ça. Que chaque année, c'est ça son inquiétude, que chaque année désormais. Tu n'as pas compris, l'année scolaire ne soit pour chaque année. Ben justement. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit pour cette année, qu'est-ce qui est prévu pour sortir les enfants de cette situation? Les vacances sont déjà arrivées, Jacques. Comment ça? C'est le dernier Les évaluations, c'est en août. Jacques, c'est le dernier mois pour les classes intermédiaires. Non. Attendez.
les vacances, c'est arrivé. Mon garçon, par exemple, la semaine prochaine... Ouais, il est à la crèche, là. Non, mais attendez. La semaine prochaine, ce sont les festivités de fin d'année scolaire. Bien. La semaine à venir. Oui. Pour d'autres enfants, c'est le cas. Pour les enfants en classe intermédiaire, c'est pratiquement fini. Ce sont ceux qui sont en classe d'examen, les plus grands, qui vont continuer à aller à l'école pendant la saison pluvieuse. Ça, c'est pour un cas exceptionnel. Ouais. Pour l'année prochaine, il est évident qu'on va recommencer le cycle normal, parce que cette année... En septembre, c'est à cause du Covid que l'année a été prolongée. Il faut le comprendre aussi. Bien. Hier, il a parlé de courant électrique. Je l'ai rappelé à l'ordre. Ce matin, il revient à la charge pour nous parler de ce non plus. Comment ça? Non, mais c'est ça. Non, reste dans le débat là. Allez-y. Laisse-la faire le courant là. Allez-y. Allez, mais non, s'il te plaît, Antoine, mais non. petites choses parfois. Mais non, attends, comment ça petite chose? Comment ça petite chose, Antoine? Ça, c'est un débat qui doit être national même. Je suis désolé. Non, parce que c'est pas politique et tout ça. On se dit, mais non, on le met au second plan. Je suis désolé, Antoine. Allez-y, Daouda. Ce n'est pas un cas spécial, La Antoine. spécificité est liée au Covid. Chacun de nous a été impacté par ça. Ouais. On ne pouvait pas faire année blanche. Il fallait forcément aller jusqu'à la fin. C'est pourquoi rappelez-vous, à cause du Covid, on a été contraint d'arrêter les cours cette année. À cause du Covid. On a fermé. Quelle cette année? Pas cette année, l'année dernière. Bien. Bon, dans tous les cas, il y a le Covid. Allez-y, Daouda. Parce que l'autre point aussi, peut-être qu'on peut élaborer, c'est l'insalubrité. Moi, je vois des quartiers Bonfi, Makia, Touré, tout ça, mais c'est juste extraordinaire. Effectivement. On dirait que c'est des sous-Guinéens qui vivent dans ces coins-là. C'est la folie. Effectivement, moi, mon intervention est dans ce sens. C'est vrai aujourd'hui qu'Antoine fasse partie des 0,5% de la population qui ont les moyens de mettre le petit dans la voiture pour le déposer à l'école. C'est vrai. Les 99% de Guinéens, Si, Antoine. les enfants, Souffre de les enfants, allez-y à Bonfim, à Hermakono. Regardez les enfants qui quittent leur domicile pour l'école qui se trouve à 1 km, à 2 km, à l'intérieur du pays, à Conakry, à Bolonta ici. Quand il pleut, les enfants ont du mal à marcher. On ne parle pas de ceux qui font la 5e, 6e ou la 10e année. On parle des petits enfants, des tout petits. Des tout petits qui sont exposés à des risques d'inondation. Il faut le comprendre. Tu l'as dit tout de suite, hein, c'est un bourgeois, Antoine. Quoi qu'on dise, hein, voilà, lui le matin, il met ses enfants dans la voiture et les dépose. Et en plus, ils vont à la crèche. Voilà, ils vont à la crèche. Loin de là, ils ne sont pas obligés même d'aller à l'école. Donc, il y a des enfants dont les parents n'ont pas les moyens là. Ils n'ont pas les moyens même de se faire une petite moto pour déposer les enfants à l'école. Les enfants sont obligés de marcher de quartier en quartier pour aller à l'école. Et qu'ils soient encore sur ce chemin pendant le mois de juillet et qu'on les retrouve encore en mois d'août, je me dis que par moment, il faut un peu penser à cela. Il faut une politique. Si à un moment donné, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il faut une si à un moment donné, on a réussi à compresser les programmes pour permettre d'aller vite et fermer les classes, c'est pas exclu qu'on le fasse encore cette fois. Les enfants, ceux qui sont par exemple à l'école primaire, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, ceux qui sont à l'école primaire, on peut compresser rapidement aujourd'hui pour leur permettre d'aller à des évaluations de fin d'année et les mettre en vacances. Et pour les autres qui sont dans les classes d'examen, ils peuvent suivre le truc, il n'y a pas de problème. Mais pour les tout petits, il faut penser à leur sort. Ouais, bien dit. Allez-y, mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Non, mais il faut commencer par reconnaître que nous sommes dans une période d'exception. Là-dessus, Antoine, mais mets-toi à l'aise avec ta foulard. On est tous d'accord. Nous sommes les grandes gueules. Non, je voulais juste décrire les conditions de sa réflexion. Donc, c'est une période d'exception, c'est une réalité. Mais aussi, il faut rappeler à Antoine que c'est aujourd'hui le climat, les conditions climatiques, parfois même les conditions géographiques, au-delà des conditions géographiques qui font des grandes gueules. Du reste partie aussi de la géographie. Alors, les conditions économiques et professionnelles, parfois même des parents, induisent un système, ou si vous voulez, une stratégie qui permette justement que chaque enfant ait d'une manière équitable accès à l'éducation. Il y a des enfants qui vous courent après, des enfants de nomades, qui courent derrière leur troupeau, avec des enseignants, et qui sont évalués suivant une modalité différente de celle des autres.
J'ai vu ça au Niger. Exactement, les pays du Sahel, une grande partie de ces territoires, y compris au Mali et au Burkina Faso, il y a ce nomadisme qui s'invite dans l'enseignement. Donc, je pense que c'est quand même hasardeux d'ignorer les implications de la pluie, des conditions climatiques sur le bon déroulement des examens. D'ailleurs, Jacques a bien fait de le rappeler, c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai couru pour ne pas rater ce sujet-là, pour répondre à Antoine. C'est pour dire que, l'éducation a toujours fonctionné comme ça. Et les spécialistes, ils le savent, ceux qui sont là-bas. Ils savent en fait que ils prennent en compte la période où il y a beaucoup de... faire aujourd'hui, parce que les évaluations comme en août, ça promet un Tamba. Hein. Alors, il y a une chose. Déjà, cette année a été menacée. On parle de période d'exception à cause de tout ça. Cette année a été menacée. Moi, on est même proche du miracle. Connaissant notre capacité institutionnelle à gérer tout ce qui est éducation et tout, à un moment, vous vous rappelez, quand ça avait commencé, on était même tenté de dire... Cette année, il faut qu'on s'accorde à dire que c'est une année perdue. Une année perdue. Mais Bano qui arrive avec ses collègues de l'éducation, en gros, ils disent on peut quand même y aller. Et donc, ils ont fait des mains et des pieds. Je pense que c'est un véritable combat, un combat titanesque qui aura permis de parvenir là où nous sommes arrivés. Ça, c'est un premier élément. De l'autre côté, pour répondre à la question comment faire, il y a quand même un décalage aussi en termes de progression pédagogique sur les programmes. Ceux qui ont leurs enfants au privé n'ont pas le même degré d'évolution sur les programmes que ceux qui ont leurs enfants au public. Ça, c'est une réalité que naturellement, le ministre va devoir prendre en compte dans le cadre de cette évaluation. D'ailleurs, nous sommes en train de vouloir l'avoir. Nous avons eu son accord de principe. On va voir ce qu'il va en être. Il ne fallait pas le dire à l'antenne. Alpha nous regarde en ce moment. Il va le tirer les oreilles. Non, Bano, c'est quelqu'un quand même d'indépendant. Tu parles. Les grandes gueules. Il est intervenu ici. On l'a interpellé par rapport à ça. Ça fait une saison et on est vivant. Hein. Eh bien ça, tout va bien. Voilà, allez-y. Là, je peux le confirmer quand même. On est vivant, oui, malgré un boycott généralisé. Un boycott officiel et c'est connu de tous. Les officiels du pays refusent de prendre la parole. Celui qui passe, on dit mais pourquoi t'es passé là-bas? On s'en est d'ailleurs. C'est de la folie. On s'en est d'ailleurs déjà accommodé. Mais encore une fois, je pense qu'il y aura une réflexion là-bas pour trouver des modalités d'évaluation. Et ce qu'il nous a par ailleurs confié, on verra ce qui va en être. Il y a un travail d'évaluation qui a été lancé depuis plusieurs mois. Mais il a traîné. La dernière semaine, c'était celle qu'on vient de terminer. La dernière semaine qui avait été confiée à cette unité d'évaluation de l'évolution de l'enseignement des programmes et des effectifs qui avaient à évaluer en vue d'une meilleure planification. La semaine dernière, ce travail est terminé. Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, on se dirige droit vers les évaluations, ce qui à mon avis, est déjà un très bon signe pour dire on a certainement suffisamment évolué pour pouvoir se permettre d'aller à cette évaluation. On espère que ce sera une évaluation équitable qui suppose que l'on prenne en compte le niveau d'évolution sur les programmes pour chacune des préfectures et chacun des établissements, des types d'établissements, parce qu'on l'a vu dans les examens nationaux, ce qui s'est passé les années passées, des préfectures comme Gawal, comme Labé et autres, globalement au Fouta, où le mot d'ordre de grève lancé par Souma avait été plus suivi que dans les autres préfectures, on est allé dans une sorte d'uniformisation d'évolution qui ne reflétait pas la réalité. On a évalué les élèves dans ces conditions-là. Ça fait que, vous savez, vous vous rappelez du score de Gawal au brevet. Koubia au brevet. Et ainsi de suite, vous trouvez des préfectures. Il y a des grandes gueules. Pendant que dans d'autres préfectures, il y a quand même des résultats. D'où l'initiative de Mohamed Ali, évidemment. Allez-y, Mafoudia. Alors moi, je voudrais parler de cet autre point que tu soulevais tantôt quand on parle des impacts de cette saison, notamment ce qui se passe dans les bidonvilles comme Bonfi et autres. Et Dabondi. Quand c'est la saison... Je ne sais pas comment ils font pour vivre à Dabondi. C'est compliqué. C'est juste extraordinaire. C'est une réalité propre à toutes
les bidonvilles. Voilà. On sait que souvent dans certains pays, il y a des politiques pour pouvoir désengorger. Mais pour le moment, c'est pas ce qu'il y a en Guinée. Mais ce qu'on pourrait, par exemple, faire, moi, c'est l'invite que je voudrais faire, parce qu'il est bien important d'interpeller chaque fois les autorités. Venez faire ceci, venez faire cela. Et en parlant d'autorités, moi, je les inviterai rapidement. Par exemple, j'ai suivi un reportage sur Espace TV où il était question... Oui, mais bien avant ça, même toujours sur Espace TV, il y avait un reportage sur des travaux qu'on avait entamés dans un quartier et les caniveaux étaient restés ouverts. Et quand il y a de fortes pluies, on ne sait pas qu'il y a un caniveau. Donc c'est un danger pour les enfants, pour tout le monde. On vit, on tombe dedans et personne ne sait. Et puis on meurt comme ça. L'État aille rapidement, c'est pas les agents du ministère des Travaux publics qu'on ferme ces caniveaux, et en même temps aux citoyens, parce que lorsqu'on parle des autorités locales, il y a par exemple souvent quand on parle des raisons des inondations, il y a la construction anarchique. Il y a les autorités locales qui ferment aujourd'hui les yeux sur les constructions anarchiques. Vous allez voir quelqu'un qui va venir avec tout son argent, qui va investir quelque part, qui va fermer le seul passage de l'eau dans tout le quartier, et on le voit, on le laisse faire. Après, lorsqu'il y a la saison, il y a des problèmes. Et puis, il y a les ordures. C'est vrai qu'on en parle tout le temps, les ordures. Il y a quand même une petite amélioration, en tout cas, sur la grande voie aujourd'hui, quand on parle d'insalubrité, en tout cas, quand on prend Matoto, Madina et autres, il y a une petite amélioration. Mais dans les quartiers, les gens vivent avec les ordures. Et quand il pleut, ces ordures-là viennent dans les maisons. Effectivement. Voyez la douleur. Donc, moi, je pense que... Le seul pays au monde où les ordures ont tué. Malheureusement. Ah ben oui. Malheureusement. Ça se passait il y a 2 ans. Hein. Vous vous souvenez quand même? Les grandes gueules. À Dar Salam. Voilà, le dépôt des ordures. Alors, eux, ce qu'ils peuvent faire, les citoyens, moi je les invite ce matin à ne pas forcément attendre quelque chose du pouvoir. Ils peuvent s'organiser, essayer de nettoyer, de débarrasser, quitte à trouver un endroit où mettre et interpeller justement les autorités à venir maintenant collecter ces ordures là-bas, mais avoir des initiatives pour sauvegarder, pour sauver leur vie, parce que quand il y a inondation, ce sont ces familles qui perdent. Il y en a, ils perdent tout, parce que quand l'eau ça rentre, ça fait sortir tout en même temps. Et voyez le niveau quand même de pauvreté de ces gens, de ces populations. Après, c'est comme un retour à la case départ, vous perdez tout en même temps. Chaque année, c'est pareil, c'est pareil, c'est pourquoi je me dis cette fois, au lieu d'interpeller l'État, moi je voudrais bien qu'eux-mêmes puissent s'organiser pour nettoyer, pour curer. Il y a des jeunes, ils sont là-bas, qu'ils essaient de voir ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes. L'État doit faire beaucoup de choses, c'est vrai, mais qu'est-ce que eux-mêmes ils peuvent faire pour eux-mêmes dans leur quartier, pour éviter des drames comme on en connaît souvent, parce qu'à chaque inondation, on en sort soit avec 2 morts minimum, 5 morts ou plus, et ça dépend. Je pense que c'est dramatique, on doit pouvoir trouver des solutions. Allez-y, mon cher Jacques. Oui, moi je pense que pour la question d'urbanisation, en ce qui concerne bien sûr des quartiers comme Makia, Touré et Bonfi, il faut bien aborder cette question autrement, parce que au fait, je me dis que le problème il est déjà là. Donc aujourd'hui, mais ça fait des années ça dure. Oui, mais pour le résoudre, il faut causer d'autres dégâts. Parce que telles que les maisons sont construites, il faut casser certaines pour permettre à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, le visage d'un quartier moderne comme on le souhaite. Et je pense que ce n'est pas gagné. Ce n'est pas la solution. Alors si ce n'est pas ça la solution, le problème qu'on veut résoudre ne sera pas résolu. Non, la solution c'est quoi? C'est qu'il faut aller aujourd'hui vers de nouvelles villes. C'est ce qu'on a vu. Il faut aller vers de nouvelles villes où graduellement, vous déplacez la population. Et lorsque les coins là sont désengorgés, là vous pouvez toucher. Mais là où il y a pas où aller, comment on peut aller? C'est bien une solution, mais il faut aussi rappeler qu'il y a beaucoup d'endroits où les gens sont venus sur des domaines qui n'étaient pas destinés à la construction, à l'habitation. Les gens ont construit. Non, mais les gens ont construit aujourd'hui pour la banlieue de Conakry. La banlieue de Conakry à Bondy, les gens ont construit sur les conduits d'eau, les gens ont construit sur des marigots même. Et ça, il ne faut pas le nier. À Gbessia, partout à Conakry, ça se passe comme ça. On ne peut pas attendre qu'il y ait Conakry, comme on nous dit, horizon 2040 pour arriver à cela. Aujourd'hui, ceux qui sont sur des rivières, qui ont occupé des rivières, qui ont érigé là je sais pas, je vois même le ministre Kourouma qui dit qu'il va encore casser. J'ai vu ça. C'est normal de casser. C'est normal de casser, mais il faut bien casser. Il faut casser ce qu'il y a à casser. Daouda. Il faut quand même quoi. On ne peut pas continuer à casser et ne pas construire. Il faut casser ce qu'il y a à casser. Oui, mais il y a trop à casser. Il y a des espaces aussi pour construire. Moi, je pense qu'on aille là-bas. Avant même de trouver les domaines à construire. Le problème, c'est que je crois que non, les domaines à construire, c'est pas. Est-ce que l'État va dire? Bien sûr.
l'État va construire ça maintenant depuis qu'on nous promet des logements sociaux. On n'y est pas parvenu pour l'instant. S'il y a urgence, aujourd'hui on dit le problème de Herman Kono par exemple est très pressant. On parle de Dar es Salaam, mais Herman Kono c'est vraiment un danger ouvert parce que vous avez là des maisons qui sont sur des collines, d'autres sont en bas. On a fait un reportage là-bas et souvent c'est superposé. Il y a des maisons qui chutent et qui tombent sur d'autres maisons. Est-ce que ce problème, on va l'observer avant que le président de la République trouve les moyens de nous trouver une ville vers Forikaria ou Koya? Ce qui est sûr pour l'ensemble de la banlieue de Conakry, surtout dans les communes de Matoto et Matam, les gens se sont installés avant l'État. Donc l'État est venu après et puis il a été assez laxiste à mon avis parce qu'il n'a pas indiqué où se trouvaient les endroits qui devraient être réservés pour des routes, des endroits qui devraient être réservés pour des caniveaux. Mais c'est ce qui Comment se ça passe. c'est indiqué? Non mais c'est indiqué, vous allez dans les quartiers aujourd'hui, on sait là où il ne faut pas construire, mais comment comprendre qu'on laisse construire? C'est ça le problème. Alors tu me rejoins pour dire qu'on doit casser? Non, il ne s'agit pas de casser. Parce que si les gens sont occupés illégalement, il faut casser en ce moment. Jacques a dit quelque chose aujourd'hui qui est réel. L'État a trouvé un fait. Il y a des gens qui sont installés. C'est pas évident d'organiser ça tout d'un coup. C'est pourquoi il y a des initiatives avec de nouvelles villes où graduellement on déplace les gens. Regardez Dubreka. Dubreka, c'est un futur Matam. Parce que l'État a laissé faire. Pourtant, il fallait avoir ce regard, c'est prévenir les choses, permettre à ce que les nouvelles villes qui se développent, les nouveaux quartiers, les permettre à se réorganiser pour éviter les erreurs. Mais c'est qu'on n'évite pas les erreurs, on est encore pire dedans. Et justement, on se retrouvera peut-être dans 20 ans avec toujours les mêmes problèmes parce qu'il n'y a pas de prévision. Voilà, c'est bien ça. Allez-y, de vision surtout. Allez-y. Pour le cas de Herman Kono, je crois que c'est derrière le marché de Conakry, je crois. Oui, c'est ça, le grand marché de Conakry. J'entendais parler de ce quartier. Curieux que j'étais, j'ai voulu voir de quoi il s'agissait. J'ai été à Herman Kono, mais c'est le quartier des vrais gens. Ce qui se passe là, non, on a grandi là. La mine, les grandes gueules. C'est une favela. Mais Antoine, mais attendez, ce qui se passe là, c'est très grave la mine. C'est l'un des rares quartiers à Conakry où pour avoir accès à une autre maison, il faut traverser un salon pour y aller. Tellement les maisons sont entremêlées. Vous avez votre fenêtre à la toilette d'un autre voisin, mais en fait, tout est mélangé dans ce quartier. On a comme l'impression que ce ne sont pas... Mais c'est très mélangé à Herman Kono. Il serait important que l'État prenne des dispositions. Le ministre de la Destruction... Attention. Oui. Attention Antoine. Le ministre de la Attention, voilà. Là-bas, en ce moment. Si, parce que c'est ça le danger. Mais tu n'es pas la seule, Mafoudia. Souffle de l'antenne. Pas la seule. Il faut comprendre. Laisse-nous parler aussi, Mafoudia. Normalement, c'est les Bascotiers qui sont à Herman Kono, donc il faut la comprendre. Justement, je comprends le sentiment qui t'anime ce matin. Laisse-nous parler d'Herman. Allez-y Antoine. On parle d'Herman Kono. Je suis de la Bascote aussi, Mafoudia. On va souffrir de l'entendre. Justement, laissez-nous parler d'Herman Kono. Allez-y, c'est la réalité. Les gens là-bas souffrent. À Herman Kono, les maisons ne sont pas... Les gens ne cohabitent pas. Ils vivent ensemble. Il n'y a pas de voisinage pratiquement. Ce sont des familles. Les maisons sont construites les unes dans les autres à Herman Kono. En fait, ce qui se passe là, c'est incroyable. C'est un quartier... Vous ne pouvez pas le comprendre, sauf si vous y allez. J'habite à Herman Kono. Ah bon, l'ami? J'habite à Herman Kono. Je comprends. Voilà. Le ministre, c'est comme moi, j'ai habité à Herman Kono, juste en bas de Makia Touré. Le ministre Ibrahima Kourouma, moi je l'appelle le ministre destructeur. Parce que depuis son arrivée à ce département, mais il ne fait que détruire. Il ne construit pas, ce ministre. Mais il travaille. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi, l'ami. Oh, mais non. Allez, Antoine, ça glisse. Allez. Mais Antoine, quand même. Non. Oui. Dites-moi ce qu'il fait. Parce que, à mon avis, Ibrahima Kourouma, au-delà de ce qu'on lui a confié comme travail, on est ministre de la ville, de l'aménagement et de l'habitat. Mais qu'on me dise clairement ce qu'il fait en termes d'aménagement de la ville. Il ne se réveille pas comme ça un beau matin pour aller casser, mon cher Antoine. Ça fait ça fait 2 ou 3 ans qu'il est là. Antoine. Il est venu au lendemain de cette chute de la montagne d'ordures de Dar es Salaam. Quand il est arrivé, on a remplacé le ministre à l'époque, Lousseni Camara, qui a été remplacé par Ibrahima Kourouma pour réparer le tir. Parce qu'on a accusé le ministre Lousseni d'avoir été laxiste, de n'avoir pas pris les dispositions pour empêcher ce qui est arrivé. Mais quand Ibrahima Kourouma vient, depuis qu'il est arrivé, son bilan se résume à quoi? À la casse des bâtiments et de façon injuste parfois. Il ne casse pas là où il faut. C'est trop raccourci ça, Antoine. Je suis désolé. Ce n'est pas un raccourci. Je vais pour clore dire ceci, Lamine. Le ministre Ibrahima Kourouma, je comprends
sa volonté de vouloir réaménager les choses, de vouloir arranger les quartiers, sauf qu'il s'y prend très mal. Il ne pose pas les actes qu'il faut aux endroits qu'il faut. Très souvent, il déplace le débat et quand il détruit, il n'y a pas d'aménagement qui est fait. Faites la remarque par rapport à ce qui a été fait récemment. La plupart des façades des maisons ont été détruites, mais il n'y a rien qui a été fait pour réparer. Voyez comment Conakry est défiguré aujourd'hui. Faites le tour de la plupart des axes routiers de Conakry. Faites le constat que tout est démoli. On nous a promis des dalettes, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, des pavés. Des pavés. On nous a promis des pavés. À part Kaloum, aucun quartier de Conakry n'a eu droit à ces pavés-là. Tout est à l'abandon. Pour le cas des ordures et de l'inondation, j'ai vu Dixine Bora. Dixine Bora, on a vu une image où des maisons ont été inondées par les eaux. Non, c'est pour clore. Allez-y, Antoine. On a vu Dixine Bora qui a été inondé par les eaux. La faute à qui? La faute au ministère des TP qui a ouvert des chantiers. Des caniveaux à ciel ouvert, de grands caniveaux qui ont été ouverts, qui jusque-là sont en chantier, qui ne sont pas terminés. Et les populations subissent le poids de cela. Au ministère de l'assainissement, Papa Koli Koroma, c'est bien beau de construire des villas qu'on a vues pour mettre des ordures. Je parle des villas qu'on a construites à Yataya, également à Kaporo. Mais vous faites quoi des quartiers qui sont les plus insalubres? Je constate que le ministère, au-delà d'avoir construit des villas, mais fournit peu d'efforts pour nous débarrasser des ordures qu'on sort des caniveaux. Beaucoup de caniveaux ont été curés. On a déversé ces ordures-là aux abords des routes. Ce n'est pas ramassé. Le département de l'assainissement, à mon avis, au regard de l'importance que ce département a, parce qu'on s'attendait à son arrivée, qu'on a cru tout de même débarrasser entièrement des ordures. Mais on constate au fur et à mesure, qu'est-ce qui glisse? Rien ne glisse du tout. Qu'est-ce que c'est? Rien ne glisse. Mais t'es à Conakry quand même. Je suis à Conakry. Non, mais le courage de dire les choses telles qu'elles sont. De dire quoi? Mais non, mais par rapport à Papa Koli, attendez un moment. Qu'est-ce que j'ai dit qui est anormal, Lamine? Allez-y. J'ai dit ceci. Je constate que Conakry n'est pas complètement débarrassé des ordures. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le ministère a construit des villas, c'est vrai, pour quelle villa tu parles, Antoine? Non, on a construit des villas. Les maisons. Il y a des belles villas qui ont été construites. Les deux potoirs. Mais bien fait quand même. On a construit des maisons pour accueillir les ordures. De quoi? Les villas construites. Vous ne voyez pas les villas de... Mais non, pas du tout. Les dépotoirs, tu veux dire? C'est les dépotoirs. Ce sont des dépotoirs. Mais très bien construits. Mais très bien fait quand même. C'est pourquoi vous avez Allez-y. Moi, je parle des villas. Donc, c'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant. C'est ce que je veux dire. Bien. Merci beaucoup, Antoine. Allez-y, mon cher Jacques. Il y a l'expression d'une volonté politique claire pour la gestion de la problématique de la ville, de l'aménagement du territoire et de l'habitat. Elle se traduit par la création d'un ministère dédié. Il y a un ministère de la ville, de l'aménagement et de l'habitat. Ça, c'est une volonté politique claire et elle est même forte. Il y a une autre volonté politique claire, c'est avec le ministère en charge de l'assainissement. Un ministère dédié à la question de l'assainissement, c'est un peu vous dire la portée du problème, l'ampleur du problème de l'assainissement ici en Guinée. Parce que quand on parle d'assainissement, on ne parle que de Conakry. On ne parle même pas des autres villes. Les problématiques là-bas, on n'en sait rien. À quel niveau est-ce qu'on en est? Rien du tout. Donc, au niveau politique, sur la forme, on est bien d'accord, il y a une volonté, elle est exprimée. Mais il y a un vrai problème. Parce que à côté, on a créé les collectivités territoriales. On a créé les collectivités territoriales, ce sont des villes qui existent, des communes qui existent. Et on a dit, avec quel pouvoir? Une de vos responsabilités, une de vos prérogatives et de vos compétences, c'est la gestion de la question de l'aménagement territorial. Comment est-ce que Matoto est structuré? C'est encore les collectivités. Ça, c'est une de leurs responsabilités. Une autre de leurs responsabilités, c'est vrai, Lamine. Une autre de leurs responsabilités, c'est l'assainissement. Alors, ce que Ibrahima Kourouma aurait pu faire, au lieu de se muer en démolisseur, casseur de tout, parce qu'après, on se pose quand même la question, après avoir cassé, il y a quoi derrière? On a dit on va libérer les emprises pour fluidifier la circulation. La circulation est-elle pour autant devenue plus fluide? La question, elle est là. Et puis on est allé aussi casser, quand Dubrek a appris qu'on cassait à Conakry,
Là-bas aussi, on est cassé. Hein. C'est l'heure des casses, c'est la saison des casses, cassés partout. Ils se sont mis à casser jusqu'à ce que le PM dise, moi-même, je n'étais pas au courant de cette affaire de casse-là. Bon, après, on a dit, mais on est dans quel pays? On s'est levé, on dit, on casse. Oui. Bon, alors, ce qui aurait dû être fait, à mon avis, c'est que le ministère de la ville, on dit ministère de la ville, et il y a des villes qui ont des autorités locales pour gérer tout ce qui est lié à l'habitat, à l'aménagement du territoire, hein, si vous voulez, à l'insalubrité, tout ça, c'est géré par les municipalités. Qu'est-ce que le ministère aurait dû faire? À mon avis, ce serait de développer une sorte d'entente avec les villes. Avec les collectivités. Avec les collectivités. Oui. Justement, ce serait plus une structure, non pas d'action, non pas une structure d'exécution comme on voit pour aller casser partout, mais une structure d'organisation. D'action. Plutôt de supervision de tout ce qui se passe et d'organisation. De la démarche globale sur le territoire national. Les grandes gueules. A vocation à être national. Mais je voulais m'assurer de ce que j'allais dire, et puis je fouillais tout à l'heure. On n'a même pas de politique nationale de la ville. À part le plan d'urbanisation de Bana Sidibé, depuis plusieurs années, vous vous rappelez, le premier et le seul, à mon avis, qui a urbanisé la ville de Conakry et qu'on a foutu en l'air comme on veut, parce que les lieux dédiés aux jeux, les aires liées aux loisirs et au culte, au sport, on a tout revendu. C'est vrai. Vous vous rendez compte? Il y a Conakry Horizon 2040. Hein. On a vu la maquette. Quand tu veux nous aider. Les grandes gueules. Je ne sais pas si vous entendez ce matin. Oui, j'ai vu ça. Sincèrement, Daouda Kamel. Non, merci. Allez-y, Tamara. Voilà, donc, c'est pas possible. Vous voyez, tout ça a été vendu. Tout ça a été vendu. Mais le domanial en Guinée ne se gère pas sans les municipalités. Alors, mais qu'est-ce qu'on va en faire finalement? C'est pourquoi il faut qu'on redevienne sérieux. On a créé le ministère en charge de l'assainissement. C'est pas sa prérogative de venir assainir dans nos communes. Les communes ont ces prérogatives-là. Il faut, après avoir transféré ce type de compétences, transférer les ressources techniques d'abord. Parce que souvent, quand on dit transfert de ressources, c'est toujours l'argent qu'on va regarder. Les municipalités vont vous dire on n'a pas d'argent. Des municipalités qui ne sont même pas capables de vous produire leur propre plan d'urbanisation, leur propre plan de développement, ils ne sont pas capables de cela. C'est eux qui vous disent on allait le faire, mais on n'a pas d'argent. Mais comment tu allais le faire? Tu ne le décris pas. Et donc, il faut cet accompagnement absolument au niveau technique pour accompagner les collectivités pour les ressources qui leur manquent, donc qualifier au niveau technique et institutionnel leur aptitude à proposer des réponses aux problèmes qui se créent, mais de l'autre côté, les soutenir au plan financier, parce que quand tu dis à une collectivité fais ceci et que tu ne l'accompagnes pas de ressources, c'est comme se moquer d'elle. Et donc, il faut travailler à développer les modalités d'approvisionnement des collectivités en ressources pour faire face à ces prérogatives, notamment dans l'urbanisme. Sinon, cette affaire, on va y rester. C'est de l'argent qu'on va dépenser pour rien, parce que quand ça sortira, c'est une autre poche ouverte de consommation des biens de l'État, sans qu'il y ait de possibilité de reddition de comptes. Mais quand on confie ces responsabilités-là aux collectivités avec de meilleures capacités de contrôle, notamment citoyens, y compris avec les médias qui peuvent accompagner cela, je pense qu'on fait mieux, on avance d'un grand pas vers la prise en compte de ces véritables problématiques. Parce que les ordures se produisent localement. C'est pas au niveau national que ça se produit. L'occupation anarchique se produit localement. C'est pas au niveau supérieur que ça se produit. Et pour terminer, j'ai vu que pour faire une publicité, ils sont venus couper des arbres. Pour libérer un panneau. C'est à Dixine, là-bas, sur lac, je crois. Oui, j'ai vu ça à la minière. On est venu, on a coupé. Avant, c'était au niveau de Donka, les travaux qu'il y a eu, les jolis arbres qu'il y avait derrière le cimetière. Moi, je peux bien comprendre qu'on veuille, mais en même temps, ça fait partie aujourd'hui de... C'est le gouvernement, non, qui gère ces panneaux-là et tout ça. En fait, non. C'est important de le rappeler. L'OGP. Je pense qu'il n'y a pas une synergie d'action. Parce que quand vous prenez les arbres, il y a le ministère de l'Environnement. Quand vous prenez les panneaux dont on parle là, il y a des ministères tutelles. En fait, pour chaque action, même s'il y a plusieurs départements qui rentrent en compte, mais il y en a plusieurs qui sont concernés. Il faut une concertation pour voir c'est quoi la vision, par exemple, du ministère de l'Environnement quant à l'existence des arbres, par exemple, à Conakry et tout ça. Ça se réfléchit, ça s'établit. L'OGP ne devrait pas l'admettre. Non, mais l'OGP va peut-être se taire là-dessus. Ce qu'il gère, c'est ça. Mais l'arbre appartient à la mairie, à la collectivité. Le maire, il n'a pas le droit. Ils n'ont pas le droit de couper ça comme on fait. Mais c'est quelle agence d'ailleurs? Voilà, je pense qu'il faut les interpeller. Allez, vous êtes chez les GG.
Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Et sur Espace TV, tous les matins en direct, en simultané. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Mamou. Continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. La situation dégénère donc dans la préfecture de Gawal. Des heurts ont éclaté hier dans la commune urbaine, entraînant donc des blessés et des dégâts matériels importants. Et pour cause, les populations locales soupçonnent donc les agents des forces de l'ordre déployés donc pour sécuriser les sites de Koussitel et de la commune urbaine de permettre aux miniers venus donc des autres préfectures du pays d'exploiter de l'or en toute clandestinité. Ce malgré l'interdiction, les dénonciations ont été faites, mais ce qu'on peut qualifier évidemment de genre de trafic sur place aurait du mal donc à prendre fin. Et pour comprendre donc la situation de la découverte donc de ce minerai à l'arrivée spontanée et massive des orpailleurs, nous allons avoir ce matin en direct Monsieur Amadou Fofana, il faut le rappeler, il est activiste de la société civile, et Monsieur Ibrahim Akondé, il est directeur préfectoral donc des mines du côté de Gawal. Ils vont intervenir en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. 4 détenus politiques viennent de bénéficier donc de la grâce présidentielle. Cette remise totale de leur peine vise, selon donc le pouvoir, à décrisper le climat politique et favoriser le dialogue, ce qui se fait donc désirer. Les activistes qui viennent donc d'être libérés ont néanmoins demandé pardon aux FAMA. Oui, reconnaissant donc son autorité. Mamadi Kondé, alias Madik Sans Frontières, est libre depuis samedi dernier. Ses parents n'ont d'ailleurs pas attendu donc le début de la procédure judiciaire pour entamer les démarches auprès donc du pouvoir. Pour la première fois et en toute exclusivité, mesdames et messieurs, ce matin chez les GG, Madik Sans Frontières sera avec nous sous le coup de 10h sur Radio Espace Guinée. Bana nous a rejoint. Moussa Moïsi là, bonjour. Bonjour. Bienvenue. La plus fine du matin, une sorte de somnifère. Ouais. J'ai bien compris. Somnifère. Oui, bien sûr. Comment ça, Moussa? Bon, vous ne comprenez pas. Vous vous sentez comme Tamba peut me le dire, vous vous sentez dans les bras de Morphée. Vous ne vous sentez pas que vous dormez. Okay. Les pluies du matin, la mine ont quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais, je vois. La volupté, encore quoi. Ah non, mais pas de volupté ce matin. Pas de volupté. Vous vous sentez planer en fait. Vous vous sentez planer. Ouais. C'est quand vous rêvez que vous vous rendez compte que vous dormiez. Oui. Voilà. Ça m'a quand même étonné. Oui, allez, on parle évidemment des collectivités ce matin. Mon cher Moussa ici là, entre autres, je comprends très bien. Voilà, il n'est pas à sa place en fait. Donc les auditeurs peuvent comprendre. On part à Koussitel, si tu le veux bien, mon cher Mohamed. Est-ce qu'on aura le temps? Parce qu'on me signale 3 minutes là de ce côté, donc ça va être un peu compliqué. Sinon, que dire de plus? On parlait des ordures. Lui qui parlait tout à l'heure de comment dire ça, des villas que Papa Koli aurait fait, je ne sais pas, en banlieue de Conakry. Je parle d'Antoine, mon cher Moussa. Pourquoi tu regardes comme ça? Non, parce que la mine, vous comprenez bien. J'ai pas envie de faire cette remarque. Ok. Non, c'est mieux. Voilà. J'ai bien compris. J'ai pas envie de faire cette remarque. Ouais. Il y a que... il a parlé Hermakonon, oui. Juste à côté du côté Makia Touré et autres. Mais je trouve que l'essentiel, ce n'est pas d'inviter aujourd'hui un ministre qui, à la place de l'aménagement du territoire, a les bulldozers et les caterpillars. Ce n'est pas vraiment d'apporter de l'eau à son moulin, quoi. Ouais. Il fait déjà ça très très bien. La casse à l'emporte-pièce, je pense que c'est pas le moment, en pleine saison de pluie, de lui demander encore de prendre ses caterpillars et d'aller le faire. Je fais cette remarque à Antoine Kourouma. Donc il faut plutôt l'inviter à penser au côté aménagement et qu'on n'attende pas, par exemple, pendant les saisons de pluie pour passer à certains actes. Moi, je ne sais pas. Ta fille, elle va à la crèche ou pas? Non, pas encore. Okay. Pas encore. Okay. Mais ça vient la saison prochaine. Tu vois. Non, j'ai compris. Ah oui. La saison prochaine. Tu vas déjà appuyer sur le bon bouton là. Voilà, exactement. Bien. Donc, j'ai comme l'impression que la saison de pluie
nous surprend les autorités de notre pays. Pourtant, c'est programmé. Nous savons tous que après mai, tout de suite, il faut se préparer pour accueillir les pluies. Mais à un moment donné, j'avais vu, je ne sais pas c'était en quelle année déjà, j'avais vu des ministres qui mettaient des moyens en place, qui partaient curer les caniveaux à l'approche en prélude de la saison des pluies. Ouais. Mais cette année, j'ai pas vu cela, à part le dernier travail qui a été fait, qu'ils ont appelé haute intensité, les travaux à haute intensité de main d'œuvre. Mais ça, j'ai pas senti les points noirs être touchés par ce travail qu'ils ont annoncé à ce gigantesque. Donc je trouve que la saison des pluies prévient tous les jours. Ouais. Et on prend les mesures idoines. Dans les quartiers, les maires doivent pouvoir jouer ce rôle-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le ministre de l'administration du territoire pour descendre jusque-là. Les collectivités sont faites pour ça. Elles doivent prendre la parcelle de pouvoir que la loi leur confère. Ouais. On ne peut pas toujours leur offrir des choses, en fait. C'est-à-dire que tu peux être maire et être militant du parti au pouvoir. Parce que quand tu parles de ressources seulement, Tambal disait tantôt, eux, ils parlent tout de suite à Wari, Moussa. Oui, bien sûr. Mais quand vous administrez une commune, vous avez un certain nombre de pouvoirs que la loi vous confère. Ouais. Si vous ne vous battez pas pour que ce pouvoir-là soit respecté, l'administration vous marchera dessus. Et surtout que vous avez été élu, quelles que soient les conditions dans lesquelles c'était passé. Mais quand vous êtes élu, vous êtes investi d'un pouvoir assez grand, hein, un peu comme au niveau de la même échelle que le président de la République, parce que lui aussi il est élu. Donc vous vous rendez bien compte, vous vous rendez bien compte que c'est un pouvoir assez fort que nos maires n'utilisent pas parce qu'ils sont aveuglés par le militantisme. Sinon, ça sert à quoi de recenser les quartiers les plus névralgiques de votre commune, les points des concessions qui peuvent être des obstacles au ruissellement des eaux, où l'eau de ruissellement peut charrier des ordures et créer par exemple des problèmes. Le maire a la possibilité, avec ses agents techniques, de recenser tout cela avant que les grandes pluies ne commencent et de mettre en œuvre les travaux qu'il faut attendre. Mais les images que nous avons vues récemment, vous avez suivi le journal de des heures, où vous êtes couché et la pluie vient vous rendre visite. Malheureusement. L'inondation vient vous rendre visite. Il y a cette dame qui avait préparé des objets pour le mariage de sa fille. C'est ce qui m'a ça m'a touché. Et dit qu'elle avait deux grandes bassines. Et les deux grandes bassines ont disparu. Tout était dedans. L'eau a tout charrié. On ne sait pas où c'est parti. Donc vous vous rendez compte que quand vous ne faites pas les travaux qu'il faut, l'eau trouve toujours son chemin. Quel que soit ce que vous faites, l'eau va toujours trouver son chemin. Je pense qu'il faut anticiper au lieu d'être dans la réaction. Bien. Moussa, Moïse, Silla, MMS. À 10h, Madik Sans Frontières sera avec nous en exclusivité dans les GG sur Radio Espace Guinée. Nous irons aussi à Gawal. Papoutou nous accompagne ce matin, techniquement parlant. On revient à 10h. Exclusif Espace TV. Dimanche, 20h30, en marge de la clôture du mois spécial Momo Wandel sur Calac, Espace TV vous propose une soirée continue Expérience africaine. Un film documentaire qui met en évidence la rencontre et la découverte avec un groupe de jeunes Français et Guinéens qui ne connaît ni frontières ni couleurs. De la France à la Guinée, Laurent Chevalier filme cette aventure humaine autour d'une musique qui rappelle Momo Wandel. Rencontres, découvertes et musique se donnent rendez-vous au cinéma dans Expérience africaine. Expérience africaine sur Espace TV, c'est ce dimanche 27 juin à 20h30. Espace TV, la télé des expériences.